Bonsoir. Merci à tous et toutes d'être là pour cette conférence. Cette conférence, elle s'inscrit dans la programmation de la Maison Grenoble Montagne, qui est un lieu qui est juste en dessous, accolé à l'Office de tourisme, où on fait du conseil pour aller en montagne. Et puis on organise aussi tout un tas de conférences, de projections de films, des débats et puis plein de choses sur des thématiques liées à la montagne et aux actualités montagne. Donc ce soir, on va parler de la Via Alpina, mais dans 2 semaines, on parle des émotions face à la disparition des glaciers. Voilà. Vous avez toute notre programmation qui est sur notre site Grenoble Montagne, donc n'hésitez pas à voir aussi toute notre programmation. Et puis ce soir, du coup, je vous laisse avec Émilie et puis tous les intervenants, intervenantes de ce soir. Merci. Moi, je vais être là seulement pour animer la conférence. J'anime un podcast qui s'appelle Le Camp de base, sur lequel on a fait 6 épisodes avec Célestine, qui a fait toute la Via Alpina l'année dernière. Et sur les émotions face au glacier, donc le 3 juillet à la Maison de la Montagne, c'est Ignacio Palomo. Et pour vous donner un exemple, l'année dernière, je l'ai aussi accueilli dans le Camp de base. Donc c'est un nouvel épisode tous les lundis que vous pouvez retrouver sur www.campdebase-podcast.com. Pour ce soir, donc il y a 4 intervenants. L'idée, c'est vraiment d'avoir un apport pour celles et ceux qui aimeraient potentiellement partir en itinérance court ou longue. Vous allez voir qu'il y a plusieurs manières de vivre les itinérances en montagne. C'est vraiment un retour d'expérience de nos intervenants. Donc, il y aura Vincent Martin de Alpela, Julia Moussi de Cypre France, Célestine de Sœurbrun, qui est donc randonneuse sur la Via Alpina l'année dernière, et François Nougier, qui est randonneur sur la Via Alpina, mais qui a fait beaucoup d'autres itinérances aussi à travers le monde. Donc, à la fin, il y aura un temps de questions, et ensuite, on vous convie à un apéro. Donc, ne partez pas si vous avez envie de boire un coup avec les intervenants qui présentent leurs expériences. Pour commencer, donc, j'appelle Julia et Vincent. Donc, Julia, tu es actuellement en France chez Cypre France et tu es étudiante en master transition écologique. Et Vincent est accompagnateur en montagne. Il habite le Trièves. Donc, il est salarié de Alpela et il a notamment un projet qui lui tient à cœur, c'est de sensibiliser à l'utilité des cabanes libres d'accès pour que chacun participe à leur entretien. On en reparlera juste après. Vincent, est-ce que tu peux nous présenter tout d'abord Alpela ? Oui, donc bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas l'association Alpela, nous, on intervient donc, du coup, comme son nom l'indique, sur les Alpes, mais dans le but de promouvoir un accès à la montagne avec un impact réduit sur l'environnement et aussi de promouvoir un accès pour tout le monde en montagne. On a différents projets que vous pouvez apercevoir sur ce diaporama. Donc, à la fois, des fois, on fait des productions où on co-réalise des médias. Ça peut être du podcast, du film, de la vidéo ou autre. On propose aussi des topos de randonnée accessibles en transport en commun. Donc, on a notamment publié un livre de randonnée il y a quelques années sur les randonnées sur le département de l'Isère que vous pouvez retrouver à l'entrée, voilà, si ça vous intéresse. On organise aussi des bus montagne au mois de juin avec la ville de Grenoble. Donc, je crois que ce week-end, c'est pour aller à l'Alpe du Grand Serre. Et le week-end prochain, ce sera pour aller à Frédière en Beldonne. Voilà, donc sur des destinations qui sont pas parcourues par des bus réguliers. Et ensuite, on a d'autres activités pour faciliter l'accès à la montagne. Notamment, on gère un club de randonnée pour les étudiants. Et on propose aussi du prêt de matériel de montagne. Si vous n'êtes pas équipé, notamment pour découvrir. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter. Donc, on propose du matériel de bivouac et aussi du matériel d'alpinisme et d'escalade. Voilà. Et puis, le dernier projet, c'est aussi sur des itinérances où on va aller avec des scientifiques et des acteurs de la montagne découvrir un peu plus la montagne. Merci beaucoup, Vincent. Julia, toi, tu vas nous présenter la CIPRA et plus particulièrement la philosophie de la Via Alpina.
Oui, exactement. J'espère que vous m'entendez bien. Et moi, du coup, je suis Julia. Je vais vous parler, comme Émilie l'a dit, de la CIPRA et après de la Via Alpina. Du coup, la CIPRA, elle est la Commission internationale pour la protection des Alpes et elle est une organisation indépendante et non gouvernementale et à but non lucratif qui travaille depuis 1952 à peu près pour la protection des Alpes. Elle est active au niveau politique et européen parce qu'elle est à la base de la Convention alpine, aussi dite Convention pour la protection des Alpes, qui est un traité cadre pour la protection de la région alpine qui a été signé en 1991 par les 8 pays alpins et l'Union européenne. Du coup, un traité très important pour la protection de la région alpine et contraignant pour les pays. Et aujourd'hui, la CIPRA compte des associations et des membres des délégations nationales, dont CIPRA France, qui est basée à Grenoble, et qui elle fédère ces associations qui travaillent dans la protection de la montagne et protection de l'environnement des régions alpines. Et pour parler de la Via Alpina est un sentier de à peu près 2000 km qui traverse les Alpes et qui relie Monaco à Trieste. Elle traverse 8 pays alpins et franchit beaucoup de fois la frontière et même beaucoup de fois la même frontière. Et elle est divisée sur 116 étapes et 116 étapes qui traversent aussi des parcs nationaux, régionaux et des espaces protégés. Mais la Via Alpina n'est pas qu'un sentier, elle a aussi une mission. Elle symbolise en fait l'unité des pays alpins, mais aussi les différentes langues et cultures qu'on peut trouver sur le long de la Via Alpina. Et pour ce qui concerne l'histoire de la Via Alpina, à l'initiative de la Via Alpina, il y a la GTA, du coup l'Association française de la Grande Traversée des Alpes, qui a lancé le projet de ce grand sentier transalpin et qui a été après soutenu par l'Union européenne et par la Convention alpine. Et c'est en 2000 que la Via Alpina, comme marque, on va dire, elle a été reconnue. Et c'est entre 2001 et 2007 qu'il y a une phase d'opérationnalisation de la Via Alpina à travers de financements de la part de l'Union européenne, des projets de coût Interreg de l'espace alpin, à travers lesquels les itinéraires sont identifiés et balisés. Et c'est officiellement en 2002 que la Via Alpina est inaugurée. Après, en 2014, la CIPRA, du coup, voilà ce que je vais expliquer tout à l'heure, elle prend en charge le secrétariat international de la Via Alpina. Et en 2015, la CIPRA collabore avec Alpine Pearls pour promouvoir un tourisme durable et responsable tout au long de la Via Alpina. Et en 2022, la Via Alpina Explorer est lancée et c'est un projet qui donne des bourses aux randonneurs, aux randonneuses qui veulent traverser la Via Alpina. Voilà. Et on arrive en 2024. D'abord, il y avait 5 sentiers, 5 parcours différents que vous voyez à droite de l'écran. Et en 2024, on crée un seul sentier qui c'est le sentier rouge, de 2000 km et qui traverse toutes les Alpes. Et on a aussi un nouveau site web. Vous pouvez scanner le QR code. Et en fait, c'est un site web qui inauguré en 2024 et que cherche d'être un support pour les personnes qui veulent traverser la Via Alpina. On a toutes les informations nécessaires et vous avez aussi des contacts pour poser des questions à la communauté, etc. aussi pour si vous avez des questions. Et en 2025, la Via Alpina célèbre ses 25 ans. Et pour terminer, CIPRA France, en collaboration avec les autres CIPRA, a aussi collaboré sur un projet Erasmus+, du coup le Via Alpina Youth Walking the Change, pour réaliser, entre autres activités, aussi un livre blanc du bivouac. Et c'est un livre qui en fait explique des pratiques, comment faire le bivouac d'une manière durable et respectueuse de l'environnement et des espaces alpins tout au long de la Via Alpina, avec de différences entre chaque pays, chaque espace protégé ou parc naturel ou régionaux.
Merci beaucoup, Julia. Dans un deuxième temps, on voulait vous parler de mobilité douce et d'itinérance plus courte avant d'entamer la partie sur les itinérances longues. Donc pour cela, j'accueille Vincent, que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Vincent, toi, tu t'y connais très bien en mobilité douce. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que tu habites dans le Trièves et tu travailles à Grenoble. La première question que je voulais te poser, c'est est-ce que c'est pas trop compliqué de se rendre à Grenoble quand on habite dans le Trièves? Alors, effectivement, il faut parler de ça parce que pour aller sur la Via Alpina, c'est plus facile de partir de Grenoble. Donc, en étant dans le Trièves, j'ai dû aller à Grenoble d'abord. Tu as même perdu une sandale Oui, ça sur la route. il faut écouter les épisodes pour comprendre. Mais du coup, effectivement, c'est plus ou moins facile de venir à Grenoble quand on habite le Trièves. Donc, il y a une ligne de train qui va en direction de Gap et même jusqu'à Marseille. Donc, que j'utilise régulièrement, mais tous les mois de juin, les mois de juin de chaque année, il n'y a pas de train. Donc, je vous déconseille de partir sur la Via Alpina le mois de juin, si vous habitez le Trièves. Voilà. En dehors de ça, sinon, ça fonctionne avec le train, le vélo. Donc, moi, je vais vous présenter un peu des expériences qui peuvent se faire sur la Via Alpina en utilisant le train ou le vélo parce que plus on va loin, moins ça a de sens de partir en voiture pour ensuite randonner à pied et être obligé d'essayer de récupérer une voiture. Voilà, c'est vite compliqué. Et alors justement, toi, tu as rejoint 2 fois dans son périple Célestine sur la Via Alpina. Comment est-ce qu'on rejoint l'itinéraire de la Via Alpina à l'endroit où Célestine est, au moment où elle y est, sans la louper, depuis Grenoble, évidemment sans voiture, parce que c'est toute la logique de la mobilité douce? Oui, alors peut-être pour présenter ça, je vais vous remontrer la carte de la Via Alpina. Voilà, donc l'arc alpin. Donc là, moi, j'ai remis la carte avec tous les itinéraires qu'il y avait avant parce que personnellement, quand je cherche à faire une itinérance, après, c'est un peu chacun qui fait comme il veut, mais je préfère regarder un peu des variantes, des possibilités de personnaliser mon parcours suivant les endroits où j'aimerais bien aller, mais aussi suivant les possibilités pour aller en transport en commun. Voilà. Donc, ce que j'ai eu l'occasion de faire en général pour aller sur la Via Alpina à plusieurs reprises, c'est de prendre le train. Donc, typiquement, l'été dernier, donc je suis allé en stop jusqu'à Grenoble parce qu'il n'y avait pas de train. Voilà. Ensuite, j'ai pris le train en direction de la Suisse. Et ensuite, en Suisse, j'ai pu prendre un train de nuit pour aller jusqu'à Innsbruck, du coup. Donc, les trains de nuit, je ne sais pas si vous avez déjà pris des trains de nuit, mais globalement, c'est des trains où il peut y avoir des couchettes pour dormir. Et si on s'y prend au dernier moment comme moi, en général, il n'y a plus de place, bien sûr, dans les couchettes. Donc, il y a des simples sièges. Voilà, des fois, vous avez des simples sièges, mais vous êtes tout seul sur 3-4 sièges, donc vous pouvez quand même dormir un peu. Ça marche aussi. Donc, pour continuer, je suis arrivé à Innsbruck, mais les trains de nuit ne sont pas forcément coordonnés ensuite avec la possibilité d'aller randonner en plein jour. Donc, je suis arrivé, je ne sais plus, c'était 1h du matin à Innsbruck. Donc, j'ai visité un peu la ville, mais après, je me suis dit que j'allais dormir un peu. Donc, je suis allé bivouaquer sur la première forêt que j'ai trouvée au-dessus de la ville. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est des choses, des fois, avec les transports en commun, on n'arrive pas toujours à 1 heure qu'on aimerait. Donc, il faut s'adapter. Et c'est pas forcément pratique d'aller louer une chambre ou quoi quand on arrive à 1 heure du matin. Donc, moi, je conseille plutôt le bivouac. Voilà. Après, ça, c'est pour vous donner un exemple de trajet. Bon, je l'avais fait pareil, par exemple, avec la Slovénie, ou aussi, on peut aller, par exemple, du côté du Triglav.
en Slovénie. Si on veut aller plus du côté de l'Italie, il y a par exemple les Dolomites qui sont assez connus, qui sont aussi accessibles depuis Innsbruck. Et moi, ce que j'ai choisi, en fait, comme le but c'était de rejoindre Célestine, qui va vous raconter son aventure après, et je suis plutôt allé du côté de l'Allemagne pour la retrouver. Et donc, j'ai pu démarrer mon périple. Voilà. Après, je voulais vous parler d'une autre possibilité, c'est le vélo. Donc, personnellement, moi, j'ai eu l'occasion une fois de faire une traversée un train et ensuite à vélo de la Suisse. Donc, la Suisse, c'est vraiment très bien fait pour ça parce qu'il y a beaucoup de pistes cyclables. Et ce qui est intéressant aussi dans des pays comme la Suisse et encore plus en Autriche aussi, là, c'est un train autrichien, c'est que vous avez des voitures exclusivement dédiées au vélo. Alors, c'est pas forcément sur tous les trains, mais là, c'était dans une vallée en montagne que j'ai trouvé ce wagon. Et ça n'a rien à voir avec mon petit train du Trièvre où il y a 2 places pour les vélos. Voilà. Donc moi, je vous conseille vraiment d'aller découvrir ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour les vélos, vous pouvez les mettre dans les trains, mais vous pouvez aussi les mettre en fait, dans les vallées. Il y a des pistes cyclables, il y a souvent des routes qui ont été fermées aux voitures. Là, encore une fois, il me semble que c'était en Autriche. Et donc, ça vous permet d'accéder, en fait, des fois assez près d'un refuge, par exemple. Et c'est vraiment quelque chose qui est très pratiqué aussi par les locaux. Sur des itinéraires comme ça, j'ai vu plus de vélos, en fait, que de randonneurs. Voilà. Et notamment, beaucoup de gens qui ensuite se rendaient sur les refuges. Donc, vers Grenoble, ça démarre tout juste à quelques endroits. Voilà, on croise des gens qui prennent leur vélo pour aller en montagne, mais là-bas, c'est beaucoup plus fréquent. Voilà. Ensuite, oui. Oui. La question que moi je voulais te poser, c'est justement où est-ce qu'on dort quand on fait la Via Alpina et quel type de logement tu peux trouver? Oui, alors sur la Via Alpina. C'est vraiment, on n'a rien préparé, on n'est pas, voilà. Sur la Via Alpina, donc après, je pense que vous avez l'habitude, pour certains, de faire des itinérances. Donc, bien sûr, on peut dormir en refuge. Après, il faut se rendre compte que c'est un certain budget. Voilà, si on veut dormir en refuge sur une longue itinérance. Après, ça a des avantages. On peut dormir en bivouac. L'avantage, c'est que ça peut se faire à peu près partout, même si vous pourrez voir sur la suite de la soirée que c'est pas aussi facile en général qu'en France. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est trouver des petites cabanes, comme on a aussi autour de Grenoble, mais qu'on peut trouver ailleurs, qui donnent un peu plus de confort, notamment le soir, si jamais il fait moins beau, s'il y a un orage. Donc là, par exemple, c'était une petite cabane qu'on a dénichée au Liechtenstein, qui était vraiment très bien entretenue. Et donc, moi, je trouve que c'est des hébergements intéressants parce qu'ils sont ouverts, gratuits, et que les gens aussi peuvent se rencontrer dans ces cabanes. Donc, sur le périple que j'ai fait, j'ai des fois essayé de trouver des cabanes. C'était pas évident. On en a vu beaucoup de fermées, des cabanes. En tout cas, par rapport à ce qu'on voit autour de Grenoble, où il y a quand même de plus en plus de cabanes qui sont aménagées, qui sont toujours accessibles. Là-bas, que ce soit en Allemagne, en Autriche, en Suisse, il y en a beaucoup moins. Et souvent, oui, effectivement, elles sont fermées. Et c'est dommage parce que des fois, c'est vraiment des très belles cabanes comme celle-là. Je ne sais pas si vous la voyez, mais vraiment nichée dans la falaise. Donc, du coup, je me suis dit, ah, chouette, une cabane. J'ai pris mon appareil photo qui a un bon zoom pour pouvoir faire des photos. Et j'ai regardé un peu plus et j'ai vu qu'il y avait des cadenades partout. Je me suis dit, bon, tant pis, ça ne va pas pouvoir marcher. Voilà. Donc, voilà un peu pour ce type d'hébergement. Est-ce que parmi le public, vous saviez ce que c'était la Via Alpina?
Est-ce que vous pouvez lever la main pour se rendre compte un petit peu? Ok, c'est intéressant. Et est-ce que parmi donc celles et ceux qui savaient ce que c'était la Via Alpina, est-ce que vous saviez qu'on pouvait faire juste des parties? Parce que souvent on nous dit en fait j'ai pas 5 mois, 4 mois pour aller faire une longue itinérance, donc faire des petits morceaux, ça vous parlait? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ouais. Ok, donc à peu près tout le monde. C'est magnifique. Très bien. Eh bien, dernier mot, Vincent, tu es en train de travailler en ce moment sur un film sur les cabanes. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce film et de la philosophie des cabanes libres? Et bah, du coup, j'en ai un peu parlé, mais vraiment l'idée, c'est de pouvoir avoir des lieux où on peut s'abriter, où on peut dormir, ou passer la soirée, ou même, ça peut être un point d'étape sur une petite rando, sur une journée. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire connaître ces cabanes au travers d'un film, mais aussi de montrer comment on peut les entretenir, comment on peut participer à des rénovations de ces cabanes. Et donc voilà, c'est un peu tout ça que vous pourrez découvrir dans le film normalement à partir du mois d'août, septembre. T'en es où là en ce moment Et là, je suis dans le montage Ok. de beaucoup d'images, mais oui. T'as été enregistré pendant combien de temps à peu près? J'ai fait des tournages du coup à peu près pendant 3 ans dans des cabanes, donc pas trop sur la Via Alpina, plutôt sur la région. Voilà. Et peut-être juste pour repréciser par rapport aux possibilités d'itinérance, là par exemple, moi je crois que je suis parti une quinzaine de jours depuis Innsbruck pour traverser un petit peu l'Allemagne, l'Autriche, un petit bout de Suisse et le Liechtenstein. C'était la première fois que je mettais le pied là-bas et on l'a traversé en quelques jours, hein, ça se traverse assez vite. Voilà, mais c'est très joli. Et il y a d'autres itinérances que j'ai pu faire qui étaient même plus courtes, sur 3-4 jours, par exemple. Par exemple, au mois de septembre, du côté du pays du Mont Blanc, pour aller à nouveau un petit peu aussi dans la Suisse. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Vincent. Donc, comme vous l'aurez compris, la Via Alpina, c'est un voyage au long cours, mais il est aussi possible d'en faire des petits morceaux pour la rejoindre, de l'arpenter, en plusieurs fois. Célestine de Sœurbrun et François Muget ont fait le choix d'avaler les kilomètres de l'arc alpin en une seule fois. Donc Célestine, elle est randonneuse au long cours. Elle revient donc de 5 mois l'année dernière en solitaire à travers l'arc alpin. Mais elle est aussi docteure en électrochimiste en reconversion pour devenir accompagnatrice en moyenne montagne. Et là, je switch, comme ça, je suis là. Et François, donc il habite dans le Vercors. Et il est menuisier charpentier après avoir été ingénieur. Donc vous avez tous les deux fait la Via Alpina. Toi, François, tu as fait d'autres itinérances un peu partout dans le monde. La première question que moi je voulais vous poser, c'est votre relation à la montagne. Est-ce que vous êtes des pratiquants depuis votre plus jeune âge et comment est-ce que vous découvrez cette montagne? Moi, j'ai pratiqué la randonnée depuis très très tôt. Je me souviens de vacances qu'on passait avec mes parents dans les Alpes, et c'était principalement les Alpes du Nord. Et la Via Alpina, on va dire plutôt les randonnées longue distance. J'ai commencé ça tard, puisque ma première randonnée longue distance c'était en 2020. J'avais plus de 50 ans, et j'avais vraiment la volonté d'aller vivre en montagne, de sortir des expériences uniquement quotidiennes ou sur des périodes relativement courtes pour voir ce que c'était que la vie en montagne, en itinérance. Parce que chaque fois que je pars vraiment en itinérance et en autonomie. Donc en 2020, j'ai fait la traversée des Pyrénées, massif que je ne connaissais pas du tout. En 2021, je m'engage sur la Via Alpina en partant, alors pas tout à fait de Trieste, mais de Slovénie, et rejoindre Menton. Et bon, vous verrez un peu mon retour d'expérience sur cette Via Alpina, mais je me suis engagé en 2024, donc c'était l'année dernière, sur le Pacific Crest Trail, qui est une randonnée qui traverse les États-Unis de la frontière mexicaine à la frontière canadienne. Et c'est à peu près le double de la Via Alpina, parce que je crois que ça doit faire 4000 et des brouettes kilomètres. Voilà. C'est un gros morceau. C'est un beau morceau. Tu l'as fait en combien de temps?
J'ai fait un peu plus de 4 mois, mais il y a eu beaucoup de feux. Enfin, vous êtes au courant de l'actualité de l'Amérique de l'Ouest. Et il y avait énormément de feux qui nous ont obligés à contourner pas mal de parties. Ça fait partie du voyage aussi. C'est pas que de la randonnée, mais c'est aussi pas mal de rencontres liées à tous ces détours. Et c'est vraiment intéressant. Et toi, Célestine? Enfin, moi, je suis originaire de Picardie, donc on n'a pas beaucoup de montagnes dans ce coin-là. J'ai randonné pas mal avec mes parents dans les Alpes quand j'étais plus jeune, et puis je pense que à partir de 12 ans, la randonnée, ça n'existait plus du tout dans mon périmètre d'action. J'ai fini un stage de fin d'études à Bordeaux, et Bordeaux, c'est très proche des Pyrénées, donc j'ai recommencé la montagne. Je suis partie avec des amis au moment du confinement, et en fait, le premier bivouac que j'ai fait, ça a été un peu un élément déclencheur. J'ai ensuite plus jamais arrêté de bivouaquer, et je suis venue ici à Grenoble pour continuer mes études et commencer ma thèse, mais une des choses qui m'a fait choisir le sujet, enfin en tout cas qui m'a fait choisir entre 2 sujets, c'était la montagne, parce que j'avais envie de continuer à bivouaquer. Donc je suis partie, en fait, les projets ont grandi. C'est d'abord un week-end, ensuite une semaine. Le maximum que j'avais fait avant de partir sur la Via Alpina, c'était 2 semaines en autonomie. Et ce que je voudrais vraiment souligner, c'est que qu'on parte un week-end, une nuit ou plusieurs semaines, c'est un peu la même façon de procéder, de faire son sac et d'appréhender les chemins. Voilà, donc il y a des petites itinérances, des plus grandes, mais les aventures, elles sont toutes aussi intéressantes. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, l'une et l'autre, vous vous dites, bah tiens, je vais partir pour une randonnée au long cours, une longue itinérance, et pourquoi est-ce que vous avez choisi la Via Alpina? Eh bien, la thèse, c'était important pour moi, hein. Ça a été quelque chose d'assez long. À la moitié de ma thèse, en fait, j'étais un peu perdue dans mes résultats, je savais plus trop où ça allait, et j'étais en trek dans la vallée de la Clarée. Et je m'en souviens assez bien comment ça a commencé, cette Via Alpina, parce que je rencontre un monsieur qui a un sac de bivouac très très gros, mais c'est un monsieur qui avait un certain âge, et à l'âge qu'il avait, je m'attendais plutôt à le voir aller en refuge. Et en fait, il portait toujours ses affaires avec son gros sac, sa tente, son duvet. Et puis, il me dit, mais oui, en fait, j'ai l'habitude, j'ai fait des morceaux d'un super long itinéraire qui traverse les Alpes. Ça s'appelle la Via Alpina. Et moi, il me restait un jour de randonnée, et tout de suite, ça a germé. Dès qu'on arrivait à la voiture, parce qu'à ce moment-là, on était partis en voiture, j'ai regardé sur Internet ce que c'était, et je me suis dit, ah ouais, c'est ça que je vais faire après ma thèse, et ça m'a donné un fil rouge pour terminer. Donc voilà comment ça arrivait, un peu par hasard total. En sachant que vous le savez pas, mais François et Célestine se sont retrouvés en stop, ils se connaissent pas. François a pris Célestine en stop, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait la Via Alpina, et c'est comme ça qu'on en arrive à cette soirée. Ouais. Vous voyez, parfois les rencontres nous amènent à faire 5 mois de voyage à travers les Alpes. Qui sait? Et toi, François, qu'est-ce qui fait que un jour tu pars en itinérance longue? Moi, c'était la première fois, c'était les Pyrénées. J'avais vraiment envie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'avais envie de voir la montagne, enfin de la vivre, d'être dedans, de connaître les différentes journées de pluie, de beau temps, les écueils, les succès. Enfin voilà, c'était vraiment ça. Et en revenant des Pyrénées, je discute avec un copain, et c'est vrai qu'en revenant de ce genre de voyage, je fais toujours un petit diaporama où j'invite mes copains pour leur présenter un peu comment ça s'est fait, puis qu'on puisse discuter autour. Et il y en a un qui me dit, ouais, il y a la Via Alpina qui existe. Alors pour moi, déjà, les Pyrénées, c'était 5 semaines, tu traverses toute une chaîne de montagnes. Et là, on me dit, il y a la Via Alpina qui existe, tu devrais y penser. Bon, ok. Et puis, comme tu dis, Célestine, hein, c'est des petits mots qui sont prononcés, et puis tu sais pas pourquoi un jour tu te réveilles et tu dis, bah ouais, j'y vais. Et c'est comme ça, quoi, tout bêtement. Et puis le fait de découvrir toute cette chaîne alpine, pour moi, ça avait vraiment du sens. J'avais passé beaucoup de ma jeunesse à parcourir les Alpes du Nord françaises. Donc voir comment étaient les Alpes ailleurs qu'en France, voilà, c'était un bel élément de curiosité. Vincent disait tout à l'heure qu'il faut surtout pas partir sur la Via Alpina en juin, parce que avec les trains du Trièves, c'est compliqué. Pourtant, vous êtes tous les deux partis en juin, ce qui nous amène à cette question. Comment est-ce qu'on se prépare en amont sur, par exemple, quand partir? Comment est-ce que vous vous êtes organisé, Célestine, désolée? En fait, on part pas en juin pour rien. Si on décide de
faire tout le tracé de la Via Alpina. Nous, François et moi, on a choisi le tracé rouge, qui est le tracé le plus long. Je pense qu'à l'époque où on l'a fait, c'était pas exactement le même tracé que Julia vous a présenté tout à l'heure. On était plutôt autour de 2650 km ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai jamais calculé combien j'avais fait de kilomètres, donc on sait pas trop. Mais c'est un itinéraire qui demande un petit peu d'organisation parce que au mois de juin, il y a encore de la neige dans les différents massifs. Et si on part trop tôt, en fait, on a besoin d'équipements spéciaux pour pouvoir traverser. Et si on part trop tard, on n'est pas sûr d'arriver avant les premières neiges de l'hiver. Donc il y a un peu des créneaux pour partir sur la Via Alpina si on veut la traverser en entier. Et souvent, en fait, c'est bien de partir au mois de juin pour arriver en septembre ou en octobre. C'est Vincent qui s'occupe de mes slides, donc je le remercie. C'est quelque chose d'important, je pense, de vous présenter comment ça se prépare, parce que moi, c'était la plus longue itinérance que j'ai faite jusqu'ici. J'étais un peu... je sortais de ma thèse, je pense que j'étais toujours dans les fichiers Excel, j'aimais bien tout contrôler. Et donc, à la maison, pendant 1 mois, j'ai charbonné pour essayer de déterminer quelles allaient être mes étapes de marche, où est-ce que j'allais trouver à manger, quand est-ce que j'allais me ravitailler. Et donc, j'avais fait plein de fichiers Excel que j'ai regardé la première semaine. Et puis après, en fait, j'ai plus vraiment regardé ce que je faisais. J'ouvrais juste la carte et je me disais, OK, bon, en fait, je vais marcher pendant 5 jours. Et puis, d'ici 5 jours, j'aurai trouvé à manger. Il y a quelque chose que j'ai envie de souligner, c'est que des itinérances assez longues, en fait, elles vous apprennent quand même à gérer votre temps, à gérer votre autonomie. Et à la fin de mon trajet, ce que j'ai fait, c'est qu'en arrivant à Monaco, je me suis dit que j'avais pas assez marché et je suis rentrée à Grenoble à pied. Et pour ça, j'avais rien préparé du tout. Donc, je me suis arrêtée 2 jours à Nice. Comme vous pouvez le voir, la personne qui m'a hébergée, elle m'a demandé de laver mes affaires et de prendre une douche. Donc, c'est la première chose que j'ai faite. Et ensuite, en 2 jours, j'ai imaginé comment je pouvais rentrer le mois suivant. Donc, en fait, il n'y a pas toujours besoin de tout préparer et de tout millimétrer. Il y a des choses qui viennent au fur et à mesure. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous aider aussi à trouver votre itinéraire, trouver votre chemin. Je sais pas ce que toi t'en penses, François. Comment t'as fait? Moi, j'ai eu une expérience un peu spéciale parce que vous vous en souvenez peut-être, 2021, je ne sais pas si ça évoque quelque chose dans vos souvenirs, mais c'était le Covid. Et donc, je ne savais pas si je pouvais partir, quand je pourrais partir, si je pouvais traverser ou pas les frontières. Donc, je suis parti et pour moi, c'était aussi un espèce de pied de nez à tout ce qu'on vivait, en se disant, je vais partir faire la traversée des Alpes. C'est 8 pays en Europe. Le nombre de fois qu'on traverse la frontière, parce qu'il y a pas mal de chemins parfois qui suivent les lignes de crête qui sont à ces frontières-là. Donc, il nous arrive parfois de passer 10 ou 15 fois dans la journée les frontières. Et à chaque fois, je me marrais. C'était pour moi quelque chose d'assez rigolo de voir à quel point, dans une vie citadine organisée, on peut être complètement sclérosé et interdit de sortir plus d'1 heure. Et puis, une fois qu'on a réussi à mettre le pied en montagne, de voir la liberté qu'on avait pour pouvoir évoluer. Donc voilà, j'ai pas forcément préparé. Je pars du principe aussi que physiquement, c'est les premières semaines qui te préparent. Alors, j'ai un métier physique qui fait que je pars pas de loin physiquement, j'ai l'habitude de bouger. Mais ceci étant, quand on part 3, 4 ou 5 mois marcher, qu'on se prépare 2 semaines avant ou 3 mois avant, ou qu'on ralentisse les 3 premières semaines pour faire que son corps s'habitue finalement, ça se passe relativement bien, quoi. Voilà, tout ça pour dire que tu as parlé du bivouac, tu as parlé de la nourriture, j'en parlais un petit peu, mais la traversée des Alpes, la nourriture, c'est pas un problème en soi, puisqu'on traverse quasiment au maximum, on a une semaine sans point de ravitaillement. Mais cette traversée des Alpes, pour moi, cette itinérance-là a été marquée par le Covid et donc par la solitude. Je n'ai croisé qu'une personne en faisant la Via Alpina qui faisait la Via Alpina. Et très très peu de monde jusqu'à ce que j'arrive en Suisse, parce que les gens étaient tétanisés par le Covid et par les restrictions qu'ils devaient vivre au quotidien. Voilà. Donc ça a été un itinéraire que j'ai pas forcément préparé physiquement. J'étais préparé depuis les Pyrénées sur tout ce qui concernait les ravitaillements, les besoins en eau, etc. Mais le fait marquant, ça a quand même été la solitude. Ouais. Toi, au niveau de la condition physique, Célestine, tu t'es préparée ou tu as la même approche que François? En fait, je faisais beaucoup de vélo à ce moment-là. Je faisais des itinérances à vélo et je marchais déjà en montagne, mais je me suis pas préparée particulièrement parce qu'en ayant une activité
sportive régulière et en ayant l'habitude de marcher en montagne, en fait, comme le disait François, les premiers jours, on s'adapte. Souvent, le sac, il est trop lourd. Souvent, on se dit que, oh là là, 5 mois, ça va être super long. Et en fait, on s'adapte au rythme de son corps en l'écoutant, puisque quand on a du temps devant soi, en fait, rien ne presse. Et puis, c'est aussi important de se dire que si on n'a pas envie de continuer ou qu'on a envie de faire une pause, ben, c'est possible aussi. Donc, il faut écouter son corps. C'est la chose la plus importante sur ce genre d'itinérance longue distance. Si vous deviez donner un conseil là aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut prendre, ne surtout pas oublier en termes d'éléments? Et est-ce que vous vous êtes séparés au cours de vos itinérances d'objets ou de choses dont vous vous êtes rendu compte que ça vous servirait pas? François? Il y a un truc qui est super important, moi, que j'ai connu à travers mes 3 itinérances, c'est le filtre à eau. Donc ça, s'il y a vraiment un élément qui, pour moi, était essentiel, c'est le filtre à eau, parce qu'on est toujours à même de pouvoir prendre de l'eau dans des ruisseaux, mais on ne sait jamais exactement ce qu'il y a au-dessus. Alors les sources, c'est bien filtré, c'est bien drainé, mais quand on est obligé de prendre de l'eau dans des mares, des lacs, donc voilà, ça c'est un élément qui pour moi est essentiel. Ensuite, alors là, je vais vous parler d'autres choses que de la Via Alpina, parce que c'est un truc qui est rigolo. Quand j'ai fait ma traversée aux États-Unis, il y avait ce qu'ils appelaient des hyperbox, des boîtes à randonneurs. Et dans ces hyperbox, tout au long du trajet, les gens pouvaient se délester de ce qu'ils voulaient et prendre ce qu'ils voulaient dedans. C'était gratuit, c'est une sorte de bourse gratuite entre randonneurs. Et c'est vachement intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, ce qui paraît ou ce qui est nécessaire à certains est complètement inutile à d'autres. Et donc finalement, vous dire, tiens, Jean-Yves, Pierre, Françoise, toi, n'oublie pas de prendre ça, finalement, ça veut rien dire. Il faut prendre ce pourquoi ce avec quoi on se sent bien. Et c'est vrai que quand on croise différents randonneurs, on se rend compte que chacun, on a des besoins qui sont un peu différents, on a des envies qui sont différentes. Voilà. Donc, à part le filtre à eau, qui pour moi est un élément vraiment essentiel en termes de sécurité, le reste, vous choisissez des tentes double toit, simple toit, vous voulez dormir à la belle étoile, vous voulez, c'est votre affaire, quoi. Chacun vit bien comme il a envie de le vivre. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Il y a aussi des possibilités de renvoyer ses affaires quand on trouve que son sac est trop lourd. Moi, je l'ai fait au bout de 3 jours en Slovénie. Ma maman, elle m'avait donné plein de choses que j'ai essayé de manger au maximum les 3 premiers jours parce que mon sac, il faisait 17 kilos au départ et c'était beaucoup trop. Et donc, en Slovénie, j'ai trouvé une ville, j'ai fait un paquet et je l'ai envoyé. Voilà, on peut aussi, et ça, on peut le faire dans toutes les villes. Ou dans pas mal de villages, en fait, sur le long de la Via Alpina, il y a des postes et on peut toujours se délester d'affaires. C'est quand même un itinéraire qui passe dans des vallées très régulièrement, donc on peut aussi acheter ce dont on aurait besoin. Et c'est pas grave si pendant 3 jours, il nous manque une paire de chaussettes. On peut très bien faire avec un t-shirt, un short et 2 paires de chaussettes et 2 sous-vêtements. Ça marche très très bien. Et en fait, on s'en rend compte au fur et à mesure qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus. Et François a dit quelque chose de très vrai sur le fait que le sac, en fait, on le prépare aussi en fonction de soi. On peut avoir des conseils d'autres personnes, mais c'est en pratiquant qu'on se rend compte de ce dont on a besoin. Dans mon cas personnel, sur la Via Alpina l'année dernière, il a beaucoup plu. Moi, j'ai pas du tout utilisé de filtre. J'en avais un, j'avais des pastilles de Javel et j'ai jamais rien filtré. Et par chance, il m'est rien arrivé. Mais voilà, c'est aussi en fonction des expériences de chacun. Je dirais pas qu'il faut partir sans filtre, mais il faut se faire sa propre opinion du matériel. Et alors, tu parlais de manger. On mange quoi sur la Via Alpina? On mange comment? Est-ce qu'on trouve de quoi se ravitailler ou pas? Eh ben, on trouve toujours de quoi se ravitailler, oui. Il y a différentes façons de penser le voyage. Soit on peut manger en refuge au fur et à mesure de son avancée. Ça induit des certaines contraintes parce que ça veut dire qu'on doit arriver à l'heure au refuge pour manger. Éventuellement avoir réservé si c'est le soir. Et quand on est en itinérance, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va arriver, si on va vraiment arriver à la fin de l'étape la journée ou si on continue. Parce qu'on parlera après du bivouac, mais le bivouac c'est assez spécial sur la Via Alpina. Je pense que et François et Vincent pourront aussi en dire un petit mot. Et donc des fois on est contraint d'avancer le plus longtemps possible pour poser son bivouac tard. Donc en fait c'est bien d'être assez autonome. En tout cas c'était mon choix et je pense que c'était aussi le choix de François. Tout à fait, oui. Bon, après il faut relativiser sur cet itinéraire-là, la Via Alpina spécifiquement. Allez, à part certaines portions qui sont assez
assez restreinte. Hein. Je pense notamment au début où la partie Triglav et les Alpes Carniques, et puis la fin en France où on peut traverser des zones un peu vierges entre guillemets. Tous les 2 jours, voire même tous les jours, on passe par des villages où on a de quoi se ravitailler. Donc, pour moi, la nourriture, c'est pas une difficulté sur cet itinéraire. C'est d'ailleurs même l'itinéraire pour lequel il y a eu le moins de difficultés parmi les 3 que j'ai pu parcourir. Et c'est vrai qu'on peut ravitailler très régulièrement. Moi, je faisais au supermarché. J'avais mis une photo pour illustrer un peu ce qu'il pouvait y avoir dans mon sac. Là, à gauche, c'est une photo de ce que j'avais un jour où mon sac était très lourd, même j'arrivais plus à rentrer la nourriture dans mon sac à dos. Parce que dès que j'arrivais à un supermarché, je ravitaillais moi plutôt pour 5 jours. Comme ça, j'étais tranquille sur un certain nombre de journées. Et je me disais pas, zut, il faut que j'arrive au supermarché et peut-être qu'il sera ouvert ou non. Parce que quand on voyage, on se souvient plus des jours, on se souvient plus de la date. Ça, c'est super, on est très libre. Par contre, on se demande toujours quand est-ce que c'est le dimanche. Parce que dimanche, c'est important, tout est un peu fermé, et ça, c'est le cas dans tous les pays. Donc, on essaie toujours d'avoir de la nourriture. Donc, au supermarché, très facile de ravitailler. Et puis, on peut manger aussi équilibré. Moi, la seule chose que j'aimais bien sur la Via Alpina, c'est quand j'avais vraiment envie de me faire plaisir, je mangeais des frites. Voilà. En plus de tout ce que je trouve au supermarché, donc on peut trouver gâteaux, soupe. Enfin, il y a plein de choses qui sont légères et on n'a pas besoin d'imaginer forcément acheter du lyophilisé, ce qu'on entend de temps en temps. On peut vraiment trouver dans le commerce de quoi faire des très bons repas, des repas équilibrés, et puis se faire plaisir de temps en temps. Tout à l'heure, Vincent nous a parlé de cabanes, de refuges. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des bivouacs, parce que c'est la solution que vous avez choisie tous les deux? Sur la Via Alpina, il y a cette possibilité d'aller soit en refuge, soit de bivouaquer. On a tous fait le choix de bivouaquer pour cette liberté. Il s'avère que c'est quand même assez difficile, hein, parce qu'en France, on n'a pas les mêmes réglementations que dans les autres pays. Je dirais qu'on est très, très chanceux de pouvoir bivouaquer un peu où on veut. De la Slovénie, l'Autriche, le Liechtenstein, c'est assez compliqué, l'Italie aussi. Il y a qu'en Suisse, ou peut-être moi j'ai trouvé que c'était le moment où on pose le cerveau, on se dit ok, au-dessus du niveau de la forêt, on a le droit de bivouaquer, donc tous les soirs on peut poser sa tente assez sereinement. Mais sinon, c'est un petit peu une course contre la montre avec les levées et couchers de soleil. Il faut planter sa tente très tard et l'enlever tôt parce qu'il y a beaucoup d'endroits sur la Via Alpina où on n'a pas le droit de bivouaquer. Et donc, les bivouacs, ça ressemblait pas toujours à un super bivouac face à la montagne, des choses qu'on peut mettre en ligne, par exemple. Mais ça a beaucoup ressemblé à des tentes posées un peu n'importe où dès qu'on pouvait, dormir sur des tables, dans des refuges. Ça a été une façon peut-être d'aborder la montagne différemment, c'est-à-dire qu'après, on devient assez observateur de l'environnement dans lequel on évolue. Chaque abri, chaque petit renfoncement devient un endroit où on peut poser la tente, où on peut poser le bivouac. Et ça, c'est assez marrant parce que en rentrant à Grenoble, c'est ce que je faisais aussi. Dès que je marchais dans la rue, je me disais « Ah oui, il y a un super spot de bivouac ici, mais en fait, je pourrais poser mon matelas ce soir. » Après, ça s'en va, mais au début, ça reste quand même très marqué. Et Vincent, il a aussi fait des photos de quelques bivouacs qu'il a effectués sur la Via Alpina. Donc, il y a quelques photos qu'il va faire défiler. Et peut-être que tu peux aussi nous donner ton avis, hein, parce qu'on a cherché longuement des spots. À un moment donné, ma maman nous avait rejoints et elle voulait absolument pas qu'on dorme n'importe où. Alors, on avait une voiture, parce qu'elle était venue en voiture. On devait trouver un endroit pour elle. Et ensuite, on devait trouver un emplacement pour nous. Ça a été vraiment l'horreur. Mais on a fini par avoir quelques photos assez rigolotes. Donc, Vincent, tu peux peut-être en parler. Oui, bah là, par exemple, c'est un bivouac dans une gare de téléphérique. Donc, il fallait déjà trouver comment entrer dans la gare. Voilà, il y avait un petit parcours. Et puis, il y avait des petites salamandres qui se baladaient. C'était assez sympa. Et aussi, la difficulté du bivouac, ça tenait aussi parfois par rapport à la météo. Parce que l'été dernier, la météo, elle n'était pas toujours très sympa. Du coup, peut-être tu veux en parler. Ça a été très pluvieux l'année dernière. Moi, je tenais un petit carnet de bord tous les jours pour noter quelques informations sur le trajet. En fait, il a beaucoup, beaucoup plu. Je me souviens que j'avais peut-être noté un jour sur deux. Il a fait beau du 15 juillet au 15 août. Ça, c'est ce dont je me souviens. Mais si je pense à tous mes souvenirs de la Via Alpina, pour moi, il n'a pas plu.
pas du tout. C'était que des bons souvenirs. Avec Vincent, on a même dû trouver un endroit pour poser la tente dans une sorte de grotte parce qu'on s'était fait saucer. On s'est aussi fait accueillir par des Autrichiens dont on a frappé à leur porte. On était complètement trempés. Ils nous ont dit au début, on comprend pas ce que vous dites, nous on parle pas anglais. Et on a fini par dormir chez eux, manger avec eux, et ils nous ont laissé les clés de la maison. Certaines fois, le mauvais temps, ça induit aussi le fait qu'on rencontre des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées. Et ça permet aussi peut-être plus d'échanges parce que finalement, on demande à des locaux, mais vous savez où est-ce qu'on peut poser notre tente, où est-ce qu'on peut être à l'abri, et on tombe toujours sur des super endroits. Ou alors, ça nous fait des super souvenirs. Je crois qu'il y a même une personne dans un village qui t'a donné de l'argent en te disant là c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs, qui t'a couru après pour te donner de l'argent. T'as une bonne mémoire. C'était à Gréolière, c'était en France. C'était un monsieur qui habitait dans le village et qui m'avait aidé à trouver un endroit où je pouvais mettre ma tente. Et plus tard, dans le village, il y a une voiture qui tourne et qui s'arrête à côté de moi. Et le monsieur me dit bah oui, la supérette du village, elle est très chère. Et moi, j'ai pas d'enfant. Je sais pas ce que je vais faire de tout cet argent. Donc, je vous laisse une enveloppe. Et il m'a donné 10 € pour que je fasse mes courses. C'était incroyable. Et aussi, le plus important, c'est qu'il m'a donné un sac de pommes que j'ai dû ensuite porter dans mon sac à dos. Mais c'était génial. C'est la beauté du voyage, c'est vraiment les rencontres qu'on fait avec les personnes. François a dit que lui, il avait rencontré personne. Vous verrez un peu plus tard dans la présentation que moi, j'ai rencontré du monde et ça fait du bien. Surtout des locaux et aussi des via alpinistes. Mais on en parlera plus tard. Moi, j'ai une histoire de pommes aussi. En fait, je voulais faire sécher ma tente de bivouac parce qu'elle était trempée. Et du coup, je l'ai posée sur une barrière, pas très loin d'une maison. Et du coup, il y a quelqu'un qui est sorti qui m'a dit « Ah non, là, faut pas faire ça ». Du coup, elle m'a fait entrer chez elle pour faire sécher la tente et elle m'a fourni des pommes de son jardin. Voilà. Peut-être qu'on peut passer maintenant au bilan de vos... Ah pardon, t'avais peut-être pas fini, Vincent, sur les bivouacs. C'est quelques photos de bivouac réalisées. Justement, on va passer au bilan de vos itinérances. Toi, François, tu as choisi de faire voyager les spectateurs de cette conférence ce soir. Oui. On va faire un petit bilan en images. En fait, c'est des images qui vont vous évoquer un peu le bilan que je tire de cette Via Alpina. Donc, on va les faire défiler très rapidement, mais ça va vous permettre de voir, vous aussi, ce que c'est que la Via Alpina. Ici, on est dans le massif du Triglav en Slovénie. C'était au mois de juin, mais on a eu un début d'été relativement enneigé. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que la Via Alpina, elle passe par le sommet du Triglav ? Non. Non, parce que c'est quand même un peu engagé. Non, mais après, c'est souvent tôt dans la saison, c'est pas forcément évident. Moi, j'avais mes crampons pour la partie du Triglav, mais heureusement que je les avais, quoi. Ok. Ouais. Ici, on est dans les Alpes Carniques, donc c'est la frontière entre l'Italie et l'Autriche. 2 semaines magnifiques où là, on avait l'impression d'être en dehors du monde. Près de Chim, en Italie, vous connaissez peut-être la photo, Dolomites. Alors là, c'est 3 sommets, on n'en voit que 2 parce qu'il y en a un qui est un peu plus sur la droite. 3 sommets un peu emblématiques des Alpes en Suisse, c'est l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Le Cervin, alors moi, j'ai quitté la Via Alpina parce que je connaissais très bien les Alpes du Nord et je n'avais jamais vu le Cervin. Et j'ai voulu traverser la frontière entre l'Italie et la Suisse au pied du Cervin. Donc, je me suis porté pendant les 2 premiers mois ma paire de crampons uniquement pour le glacier Théodule qui permet de franchir la frontière. Le glacier sur lequel j'ai même pas eu besoin de mettre mes crampons tellement la neige avait fondu. Et puis là, une montagne beaucoup plus douce, beaucoup plus une terre de randonneurs, j'aurais tendance à dire, le Queyras en France, le Queyras. Non, j'aurais pu mettre aussi le Mercantour. Mais la Via Alpina, c'est aussi ça. Ça, c'est Finkenberg en Autriche. Alors, c'est une image, mais je pense que tous les 2 jours, j'aurais pu vous présenter la même image. Canton de Berne en Suisse, on est au pied du Titli, sur un sommet à 3002 ou 3003, je crois, qui a le téléphérique le plus rapide du monde avec la cabine qui tourne dans tous les sens. C'est en haut des magasins et des espaces de jeux d'été pour les enfants qui veulent continuer à skier ou faire de la luge. Grindelwald en Suisse, on est au pied de la Jungfrau, de l'Eiger et du Mönch.
avec des projets pharaoniques d'extension touristique pour pouvoir amener encore plus de monde au sommet de la petite Jungfrau, où on peut acheter des chocolats Nestlé et faire du tubing dans la neige en été, voire même skier. Glacier Théodule, voilà, c'était une joie de passer cette frontière, de remonter un glacier, et finalement je me suis retrouvé à marcher en dessous d'un téléski de ski d'été qui était fermé parce qu'il n'y avait pas assez de neige. Et puis là, c'est Breuil. Là, on est vraiment juste après le glacier Théodule. On est à plus de 3003 ou 3005 mètres d'altitude. C'est la ville à la campagne, quoi, ou la ville à la montagne. Donc voilà, vous l'avez vu, mon bilan de cette Via Alpina, c'est un des images magnifiques. Embrasser toute la chaîne alpine pendant 3 mois ou 3 mois et demi, c'était majestueux, c'était magnifique. Mais je me suis rendu compte à quel point, quand on part de chez soi, on quitte notre ville ou notre maison, notre village, et puis on part marcher à la journée, et on a l'impression d'être en pleine nature. En fait, quand on marche au long cours, on se rend compte que la nature, ou la continuité ou le continuum de nature, il est vraiment, vraiment ténu. Il ne s'est pas passé 3 jours sans que je passe sous des remontées mécaniques. Pour moi, dans mon imaginaire, la montagne, il y avait 3 composantes avant que je parte découvrir ce massif des Alpes. Il y avait la temporalité, il y avait le cheminement et il y avait la liberté. Quand on met des remontées mécaniques, la temporalité, il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'on veut aller le plus vite possible pour rejoindre le point le plus bas au point le plus haut. Quand on met des remontées mécaniques, le cheminement, il n'existe plus. C'est-à-dire que ce qui fait la joie de partir en montagne, enfin, je ne sais pas pour vous, mais j'ai fait des 50 de fois le pic Saint-Michel au-dessus de chez moi, ou le Moucherotte. Quand on y va par quelque chemin que ce soit, c'est à chaque fois une découverte parce qu'il y a ce chemin nouveau qui s'offre à nous, quoi. Quand on crée des remontées mécaniques, il n'y a plus de chemin. Et puis la liberté, tu en as parlé tout à l'heure au niveau des bivouacs. C'est hallucinant de voir à quel point beaucoup de pays, je pense à l'Autriche, je pense un petit peu à l'Italie, à l'Allemagne, n'en parlons pas, et parfois dans certains cantons en Suisse, la liberté de bivouaquer n'existe pas. Donc en fait, on marche 6 heures, 8 heures, 10 heures, et à la fin de la journée, on se cache on a vraiment le sentiment d'être une espèce de voleur d'images, et on se cache un peu pour porter sa tente. On se cache beaucoup. Hein. Et alors, quand on est seul, ça peut le faire, mais quand on est à 4 ou 5, c'est sûr que c'est plus possible. Donc voilà, c'est un peu ce sentiment très partagé que j'ai eu. Rendons-nous compte qu'en France, on a encore des espaces de liberté qui existent. Et quand on voit les puissances financières en jeu pour pouvoir développer des activités touristiques dans nos montagnes, je vois mal comment on peut revenir en arrière. Je pense que le vrai combat qu'il faut mener pour continuer à garder ces espaces de liberté, c'est éviter de faire grignoter encore un peu plus ce qui existe. Voilà, c'est un peu l'enseignement que j'ai tiré moi, de ma Via Alpina, c'est cette beauté des paysages et cette artificialisation, cette mécanisation, cette empreinte, cette privatisation de la montagne qu'on peut rencontrer sur une bonne moitié de la randonnée. Est-ce qu'il y a un pays qui t'a plus marqué qu'un autre par rapport à cette emprise de l'homme sur la montagne? L'Autriche principalement. J'avoue qu'en Autriche, et parfois dans certains cantons de Suisse, on a l'impression que tout est léché, tout est beau, tout est très organisé, tout est très droit. De l'autre côté, peu de choses sont permises. Enfin, je schématise, c'est un peu violent ce que je dis parce que c'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas, au bout d'un moment, c'est le sentiment que j'ai eu. Ça m'a marqué. Et j'ai vraiment découvert. C'est marrant parce que quand on croise les villages, quand on croise les petites fermes où on voit la vingtaine de bêtes dont s'occupent les paysans, à un moment donné, je me dis, en fait, au lieu de tirer des traits sur des cartes en 2D, en fait, on tirait un trait horizontal à 1500 mètres d'altitude et on pourrait créer un pays qui s'appellerait le pays de la montagne, quand bien même ils sont en Slovénie, en Autriche, en France, parce que les gens qui y vivent, en fait, ils vivent exactement la même chose que ce qu'on veut. Enfin, ils vivent tous la même chose. Ils font les foins, ils vont amener leurs vaches en pâturage, ils vont... et ça, c'est fabuleux. Par contre, dès qu'on sort de cette montagne un peu authentique et qu'on arrive dans des montagnes aménagées, je pense que il y a certains pays qui sont allés très très loin dans la privatisation de l'espace montagnard. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Ce que tu veux dire, c'est que
ces espaces de montagne, il y a vraiment une culture malgré le fait qu'on traverse les frontières. J'ai trouvé que ces espaces de montagne, en tout cas pendant les périodes que j'ai traversées, hein, c'est-à-dire juin, juillet, et ben j'avais l'impression de me retrouver chez moi parce que je voyais les gens faire les foins, pas tout à fait les mêmes machines, pas tout à fait les mêmes instruments, mais ils étaient dans la même activité. On voyait les fermiers sortir leurs troupeaux ou aller les chercher pour les traire le matin. Et ça, voilà, je me suis dit, bah, c'est génial qu'en fait il y a une espèce de communauté d'action, une communauté de vie à partir d'une certaine altitude. Et voilà, les gens qui vivent encore de la montagne, ils ont quelque chose qui les relie, c'est évident. Ceci étant, jusqu'à quand les gens pourront vivre de la montagne comme ça, je ne sais pas. Voilà. Célestine, si toi tu devais tirer le bilan de ces 5 mois sur la Via Alpina? Bah moi, je rejoins François sur certains points, notamment sur l'Autriche, qui moi m'a paru très 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 fréquentée par l'homme. Par exemple, il y a une très belle traversée qui s'appelle. Alors les initiales c'est KHW. Moi je sais plus du tout ce que ça veut dire en allemand parce que je parle pas allemand, du coup c'était dur en Autriche et dans tous les pays germaniques aussi. En fait, c'est une très jolie traversée des crêtes, par exemple, avec des paysages magnifiques. Et tous les refuges qu'on croise, c'est presque comme des hôtels. Il y a même des personnes qui privatisent les refuges. C'est-à-dire qu'ils ont un mariage et ils ont décidé qu'ils allaient se marier et faire leur fête au refuge. Mais pour tous les randonneurs qui, eux, par exemple, ont besoin d'un abri parce que les conditions météorologiques sont compliquées, eh bien, ils peuvent pas être admis en refuge. Il y a des choses qui sont un peu particulières parce que pour moi, refuge, c'est un endroit où on peut trouver un hébergement, un toit lorsqu'on est en montagne et que les conditions, elles sont vraiment particulières. Donc, il y a cet aspect commercialisation de la montagne qui est assez spécifique. Et après, il y a quand même des très, très beaux paysages. On a tous, en fait, une vision différente de la montagne. On a tous ces souvenirs. Et moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est probablement les rencontres avec les locaux, avec qui j'ai pu discuter, parce qu'en fait, ils avaient un regard un petit peu différent sur même les randonneurs qui passent sur les sentiers proches de chez eux. Certains m'ont indiqué qu'il y avait de plus en plus de personnes qui marchaient sur la Via Alpina. Et ça pose question de comment est-ce à la fois on valorise cet itinéraire, mais aussi combien de personnes vont l'emprunter, parce que jusqu'alors, François, lui, quand il l'a fait post-Covid, il y avait peu de monde. Moi, j'ai rencontré quelques personnes marchant sur l'itinéraire, mais j'ai l'impression qu'il y a une communauté qui existe en ligne, que c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. Et comme c'est un itinéraire très long, il y en a quelques-uns en France et dans le monde, et bien des fois, c'est aussi une case à cocher. Oui, j'ai fait la Via Alpina, c'est le parcours le plus long des Alpes, et du coup, c'est super bien de l'avoir fait. Hop, c'est coché dans ma to-do list, et puis je passe à quelque chose d'autre. Est-ce que c'est aussi l'essence de ce qu'on veut faire passer en montagne? Est-ce que c'est ce qu'on cherche, être avec beaucoup de monde sur un sentier ou pas? Moi, j'ai l'impression d'être très très seule si j'en avais envie, et certaines fois, on peut quand même discuter avec à la fois d'autres randonneurs, mais qui sont ou non sur la Via Alpina. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas encore beaucoup de monde, mais c'est une question à se poser. Voilà, quelle est la fréquentation des itinéraires qui deviennent de plus en plus à la mode? Et peut-être, alors il faudrait peut-être revenir sur les slides d'avant, mais ça, c'est toutes les personnes qui m'ont aidée en fait sur mon trajet. On m'avait beaucoup posé la question de est-ce que j'ai peur d'être une femme seule en montagne? Ça a été posé à la fois par mon entourage avant de partir. Ça a été aussi posé une question qui m'est revenue sur le voyage au long cours. J'ai essayé de faire des petites statistiques finalement des personnes qui m'ont aidée, et je me suis rendu compte que déjà il y avait beaucoup d'hommes qui aident de tout âge. Finalement aussi peu de femmes qui aident les femmes, ce qui est assez particulier. Je n'ai toujours pas trouvé pourquoi. Mais en tout cas, si on a besoin d'aide, il y a toujours des personnes pour nous aider, qu'on soit un homme ou une femme. Pour moi, c'est complètement indifférencié. Ce qui est le plus compliqué en montagne, c'est pas d'être seul, qu'on soit un homme ou une femme. Et il y a peu d'agressions quand même en montagne, si on reprend les statistiques. Le plus difficile, c'est sûrement la montagne en elle-même, c'est-à-dire les conditions climatiques. Il y a beaucoup d'éboulements maintenant en montagne, donc même où poser son bivouac, ça devient une question assez particulière. C'est-à-dire qu'on est obligé de regarder autour de soi en se disant ah oui, il y a ce pan de montagne qui est tombé, donc je vais pas mettre ma tente ici. On sait jamais qu'il y a un ruissellement dans la nuit. Vincent, il avait montré des photos au début. Il y a eu aussi des laves torrentielles.
En parallèle de la Via Alpina, il y a eu ce qui s'est passé à la Bérarde. On n'a pas envie que ça se passe dans la vallée dans laquelle on marche. Donc il y a une grosse partie des conditions montagne qu'il y a à prendre en considération quand on marche. Et si on a vraiment besoin d'aide, en fait, il y a toujours des personnes. Voilà, c'est ce que je voulais illustrer avec toutes les photos des personnes qui m'ont aidée. Je me demandais même si au final, tu peux passer les photos, Vincent. Je me demandais si au final, on était vraiment seuls quand on marchait. Donc certes, il y a la montagne avec nous. On peut être aussi dans nos pensées. Ça permet un moment vraiment d'introspection que d'être en montagne. Ça permet de prendre le temps. Il y a une certaine verticalité. Et ça, même quand il y a personne avec nous, on n'est pas seul en fait. Il y a tout l'environnement en montagne autour de nous. Et puis il y a aussi les personnes qui font la Via Alpina qu'on rencontre. Donc il y a quelques photos qui vont passer ici, juste après. Moi, je pense que j'ai rencontré une quinzaine de marcheurs peut-être sur les 5 mois. Et puis il y a aussi vos amis qui peuvent vous rejoindre. Donc avec les itinéraires dont tu as parlé, Vincent, par exemple. Il y a toujours des copains qui ont envie de venir marcher un petit bout avec vous et ça permet de détendre un peu l'atmosphère à un moment donné. Ça apporte son lot de complications quand il faut trouver où bivouaquer, mais c'est aussi sympa de se faire accompagner. Moi, je retiens ça, beaucoup de liens et des très beaux paysages, mais je crois que les anecdotes qu'on retient le plus, c'est celles avec les copains et les personnes sur place. Et donc, temps de clore cette conférence animée. Merci beaucoup aux 4 intervenants. Donc, Julia Moussi, Vincent Martin, Célestine de Seurbrun et François Nougier. Merci beaucoup à Alpela, à la Cipra France et à la Maison de la Montagne de Grenoble. Merci.